Je suis Olivier Erard, je suis un partenaire exécutif chez Gartner. Je m'occupe de tout ce qui est programme exécutif chez Gartner, c'est-à-dire je travaille avec les CIO, les CTO, les COO, les CDO. Et je leur donne une vision différente de comment utiliser les technologies de l'information, comment utiliser le numérique, comment utiliser le digital pour avancer dans leur manière de faire, dans leur pensée. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un mix de différentes présentations qu'on a fait au symposium il y a quelques semaines. Donc vous avez la primeur de l'information, ça n'a pas été diffusé encore au Canada. Il y a 3 présentations que j'ai mixées. La première, c'est que pensent les PDG aujourd'hui par rapport à la transformation. C'est quel est l'agenda des CIO aujourd'hui dans les organisations. Et le troisième point, ce sont les prédictions Gartner. Donc vous savez, chez Gartner, on est connu pour nos prédictions. L'objectif des prédictions, c'est pas forcément d'être dans le bon, d'avoir juste, c'est juste d'analyser qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on pense qui va se passer dans le futur. Souvent, nos prédictions, on pousse vraiment les barrières, et cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que on a un taux de justesse relativement bon, on est à 78% dans le bon. Donc ça veut dire que ce que je vais vous présenter là, il y a 80% à garder, 20% à jeter. Okay ? Je ne vais pas vous montrer toutes les prédictions qu'on a chez Gartner, j'ai fait un focus sur 4 qui me semblent vraiment importantes et qui vont avoir un impact sur le numérique et sur l'expérience numérique. Le premier point que je voulais vous amener, c'est le suivant. Aujourd'hui, il y a tout qui est intelligent. On a des chaussures intelligentes, on a des stylos intelligents, on a des vêtements intelligents, on a des téléphones intelligents. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas intelligente, c'est l'homme. Okay ? Et on va s'en rendre compte peut-être ce soir. Donc tout est intelligent. Aujourd'hui, le cloud n'est plus une option. C'est vraiment, tout le monde utilise le cloud. C'est plus un choix si jamais le reste ne marche pas. C'est vraiment mainstream. La réalité augmentée, et je vais vous présenter des exemples, c'est aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction. Bref, on a plein d'éléments qui paraissaient auparavant vraiment très très avancés et vraiment de la science-fiction, et aujourd'hui ça devient des projets. Et la cotation que j'ai derrière, c'est notre directeur de recherche qui a dit ça au symposium, et j'ai trouvé ça très juste. C'est ce qui était une vision pour les prochaines décennies auparavant devient aujourd'hui un projet pour la prochaine année. Donc beaucoup de ruptures qui arrivent sur le marché, et je vais vous les présenter. Et ce qu'on dit chez Gartner, c'est que... Ah pardon, avant c'était les résultats de l'étude. Au niveau des PDG, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous voyez dans les 5 prochaines années à propos de votre industrie? Est-ce que vous pensez que ça va changer, ou est-ce que vous pensez que finalement ça va rester à peu près stable, à peu près la même chose? Et ce que vous voyez à l'écran derrière, c'est que 94% des PDG, des CEO, se rendent compte que leur industrie dans les 5 prochaines années va changer. Va pas changer un peu, va vraiment changer. Entre vraiment changer et se transformer complètement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les PDG sont conscients qu'il y a un changement, qu'il y a de la rupture qui arrive, et qu'il va falloir travailler différemment, qu'il va falloir utiliser la technologie différemment. Ensuite, la question c'est, on a de la rupture qui arrive. Est-ce que je peux prendre le micro? Je peux le prendre avec moi, le micro? Oh, oui, bien sûr. Parfait. J'aime bien marcher, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas statique. Ensuite, le point qu'on fait là, c'est qu'on a plein de ruptures qui vont arriver sur le marché, et ces ruptures doivent être mesurées en fonction de leur intensité. Et l'intensité d'une rupture se mesure en fonction des effets secondaires qu'elle va avoir. Okay ? Peu importe l'industrie, c'est multi-industrie. Donc, une rupture, une intensité, un effet secondaire. Donc le point, c'est de comprendre quels sont les effets secondaires. Ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'il y a 3 étapes qu'il faut respecter. Le premier, c'est reconnaître qu'il y a une rupture. Si on est dans le déni, on ne va pas avancer. On a un très bel exemple, je trouve, qui est l'industrie du taxi, qui est dans le déni. Qui est dans le déni de son modèle, qui pense que aujourd'hui le modèle de dispatch est encore le modèle qu'il faudrait utiliser, et on l'a vu avec Uber qui a un modèle de dispatch complètement différent. Donc reconnaître. Le deuxième point, c'est vraiment prioriser en fonction de ce qu'on a
envisager comme impact dans notre industrie, dans notre organisation. Et le troisième, c'est de répondre. Donc on peut répondre de deux manières. On peut répondre de manière positive, c'est-à-dire qu'on comprend la rupture et on l'utilise pour avoir un avantage concurrentiel, ou tout simplement, on répond de manière négative, c'est-à-dire qu'on va combattre la rupture. Un bon exemple qui date un peu, c'est iOS. Apple qui crée iOS en 2007. La réponse de Google, quelques mois après, c'était Android. Donc on répond à une rupture avec une intensité équivalente, sinon ça ne marche pas. Ce qu'on utilise chez Gartner, c'est une échelle des ruptures que vous voyez là avec différents exemples, en fonction des effets secondaires et en fonction de l'impact que ça va avoir sur les industries. Le premier que vous voyez, Pokémon Go, donc c'est vraiment la réalité augmentée dans les jeux, embarquée dans les jeux qui existe depuis longtemps au final, mais qui a été vraiment rendu populaire avec Pokémon Go. Donc ça, je vais en parler par la suite, parce que c'est pas juste d'avoir plus de jeux avec de la réalité augmentée dans le futur, c'est vraiment avoir des expériences de magasinage qui vont être différents. Les drones, aujourd'hui c'est disponible chez Best Buy, chez plein de commerçants pour pas cher, et on voit beaucoup d'industries qui utilisent ça pour avoir des nouveaux modèles d'affaires, que ce soit de la livraison, que ce soit de l'inspection ou de la surveillance. J'ai vu ça dernièrement dans le domaine minier. Dans le domaine minier, il y a beaucoup d'extraction de terre, extraction de minerais, il y a des gros tas qui sont faits. Et ce qu'ils utilisent, c'est des drones pour mesurer la quantité extraite. Et comme ça, au lieu d'utiliser des géologues, c'est un drone qui fait ça en 5 minutes. Et puis après, ils savent le nombre de camions qu'on va utiliser. Vous avez tous vu sur YouTube ou sur Facebook la livraison de pizza par drone. Alors, c'est pas encore au point entièrement. Mais la livraison de choses existe réellement. J'ai vu ça au Rwanda, en Afrique, où ils font de la livraison de poches de sang entre les différents hôpitaux. Okay, donc ça existe, c'est pas de la science-fiction. Le troisième, c'est tout ce qui est conversation avec des robots. Ça aussi, je vais aller un petit peu plus dans le détail par la suite. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens d'engager les gens, il y a des nouveaux moyens de collaborer avec ces robots-là, et il y a des nouveaux moyens aussi d'apprendre. J'ai vu dans une université aux États-Unis, ils ont fait un test, ils ont utilisé un robot à la place du professeur. Ils n'avaient pas dit aux étudiants. Les étudiants ne se sont pas rendus compte que c'était un robot. Je ne dis pas que le professeur faisait du mauvais travail auparavant, c'est juste qu'il avait caché, et puis c'était un robot qui donnait le cours. Okay, aujourd'hui, on est à un niveau tel qu'on peut faire ce genre de choses. L'avant-dernier, c'est l'impression 3D. L'impression 3D, c'est quoi? C'est pas juste utiliser, faire des impressions de petites choses en plastique, comme on peut faire chez soi. Aujourd'hui, on a des clients qui font de l'impression de peau, d'organes, des impressions de voitures, des impressions d'énormes blocs en béton. Donc aujourd'hui, avec les impressions 3D, on peut aller bien plus loin. Et bien évidemment, quand vous voyez les effets secondaires, c'est relativement important, parce qu'on peut se poser la question par rapport au domaine, par rapport à l'utilisation aujourd'hui de toutes les compétences en chimie. Et le dernier, alors je sais qu'il y a des gens dans l'assurance, et ça va les impacter fortement, c'est tout ce qui est intelligence artificielle autonome, donc notamment avec les voitures. Qui a un impact fort sur beaucoup d'industries. Donc ça, c'est la grille qu'on utilise à chaque fois qu'il y a une nouvelle rupture, on la plug là-dedans, et puis on essaie de la montrer à nos clients pour comprendre comment ça va marcher. Maintenant, je vais revenir aux prédictions. La première prédiction que je voudrais voir avec vous, c'est la suivante. À partir de 2020, on va avoir 100 millions de consommateurs qui vont utiliser la réalité augmentée pour faire le magasinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un casque, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les casques de réalité augmentée, il y en a vraiment qui sont bien faits. Et vous allez être dans les rayons, et vous allez voir flotter dans l'air les différents prix, les différents discounts, les différentes recommandations, pendant que vous avancez. La technologie, moi j'ai essayé il y a à peu près 5 ans, ça existe déjà, c'est opérationnel, et c'est ça vers quoi on va aller. 100 millions, c'est pas énorme, mais c'est un bon début. 100 millions, c'est pas énorme parce qu'aujourd'hui,
le marché online, il est à peu près de 1,5 milliard et en 2020, il sera de 2 milliards. À court terme, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a commencé avec les jeux réalité augmentée et on va aller de plus en plus vers du magasinage en réalité augmentée. Et notre prédiction pour l'année prochaine, c'est que 1 sur 5 des grands détaillants va proposer ce genre d'expérience. Okay, donc là, on parle de demain, on parle de 2017. 1 sur 5. La réalité augmentée, c'est pas juste avoir des casques. J'imagine qu'il y en a plein qui ont des enfants dans la salle, et vous avez sûrement vu déjà tout ce qui est fait par Lego. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé l'application Lego, réalité augmentée? Personne? Ah, une personne, merci. C'est très simple en fait. Vous avez le catalogue Lego que vous voyez à gauche, et puis par-dessus, vous mettez votre tablette ou vous mettez votre téléphone, et vous allez voir les jouets qui sortent en réalité augmentée, et vous pouvez jouer avec. Okay, donc ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et vous pouvez jouer avec, vous pouvez contrôler votre grue, donc vous voyez là-bas, elle est en réalité augmentée. Donc ça permet quoi? Un, ça permet aux enfants de tester les jouets en réalité augmentée avant de les acheter. Et deux, bah pour l'organisation, c'est ultra intéressant parce que ça leur permet de savoir là où vous passez du temps dans leur catalogue. Et c'est pas négligeable pour eux. Alors ensuite, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend dans quel type de relation vous êtes. Le point est le suivant, à partir de 2020, vous allez avoir plus de conversations avec des robots qu'avec votre femme ou votre mari. Ça, c'est pas une prédiction. C'est juste un point qui amène à la prédiction suivante, qui est celle-ci. À partir de 2020, 30% de ce que vous faites sur le web sera fait sans écran. Pourquoi on utilise des écrans aujourd'hui? Je suis en train de m'enrouler là. On utilise des écrans aujourd'hui parce qu'on a toujours fait ça. Si vous proposez à plusieurs gamins, à plusieurs enfants, d'envoyer un message à un de leurs amis, et que vous leur proposez un téléphone avec Siri ou un gros clavier, lequel ils vont utiliser. En fait, ils vont utiliser Siri, comme ça ils vont s'assurer de ne pas faire de faute d'orthographe et pas être embêtés par leurs parents. Donc ils vont utiliser Siri, réellement. Donc pourquoi on utilise des écrans depuis toujours? C'est parce qu'on fait ça depuis toujours. Donc ce qu'on dit chez Gartner, c'est qu'à partir de 2020, 30% de ce qu'on fait sur le web sera fait sans écran. Et pourquoi ça sera fait sans écran? Parce que ça sera fait avec la voix. Voice first. Donc ça change la manière de penser, ça change la manière d'interagir, et je vais vous montrer des exemples par la suite qui poussent dans cette direction. Ça veut dire aussi qu'à plus court terme, à partir de 2017, on va voir ces nouvelles fonctionnalités apparaître au niveau des pages web, où vous pourrez finalement discuter directement avec une page web pour interagir. Là, on évalue le marché à 5% pour 2017. L'autre prédiction que je voulais partager avec vous est la suivante. 20% des marques vont abandonner leur application mobile à partir de 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une course à l'application mobile, il y a eu une course un peu dans toutes les industries pour créer son application mobile, et puis finalement on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne chose, et puis on s'est rendu compte aussi que le retour sur investissement ou l'engagement avec les clients n'était pas là. Okay, donc 20% en moins, c'est les chiffres. Les chiffres à court terme, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 2017, on va voir déjà une diminution du nombre d'applications mobiles qui sont créées. Donc ça, je pense que ces trois premières prédictions sont très impactantes sur la manière dont on travaille aujourd'hui et la manière dont on va interagir avec les différents clients. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, ou le monde dans lequel les organisations ont l'impression de vivre, est le suivant. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'Internet des objets connectés, dans plein d'industries, dans plein de domaines différents, qui sont représentés à gauche. On utilise ce qu'on appelle de la plomberie, pour récupérer l'information de ces objets connectés, et en créer une application. Okay, donc on voit plein d'applications aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché, qui utilisent ce pattern-là. Ce
qu'on dit chez Gartner, et si vous voyez si vous prenez les prédictions, si vous avez les prédictions en tête, ce qu'on dit chez Gartner, c'est qu'il va y avoir une consolidation de tout ça. Il va y avoir une consolidation avec des gros joueurs qui vont se positionner en tant qu'agrégateurs de l'information. Et au final, on ne va plus utiliser l'application mobile, d'où la réduction du nombre d'applications, mais on va utiliser ces agrégateurs en bout de chaîne. C'est déjà le cas quand vous voyez avec tous ces gros agrégateurs, mais on va le voir de plus en plus. Je vous ai parlé de Voice First tout à l'heure, la voix en premier. Je vous ai parlé de la diminution du nombre d'applications. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle Amazon Echo. Qui connaît Amazon Echo? Ok. Je ne suis pas sûr que ce soit disponible au Canada. Pas encore. C'est disponible aux États-Unis. Il y a 3 millions de boîtes qui ont été vendues. Donc c'est pas énorme, mais c'est un bon début. Et puis ça montre l'évolution. Amazon Echo, c'est une petite boîte qui est haute comme ça à peu près, à laquelle on peut parler. On lui demande appelle-moi un taxi. Il va vous répondre, votre taxi arrive dans 2 minutes. On va lui dire change-moi la température dans la pièce. Il va changer la température dans la pièce. Joue-moi un nouveau morceau de musique, j'aimerais bien écouter ce morceau de musique. Il va jouer ce morceau de musique. Donc comme vous voyez, c'est au final, au lieu d'utiliser l'application Sonos, au lieu d'utiliser l'application Nest, au lieu d'utiliser les applications de gestion de lumière, tout est consolidé dans cette boîte de manière à avoir juste une interaction, juste une interface. Maintenant, la question, c'est que on avait beaucoup d'acteurs au début qui ont fait beaucoup de plomberie pour créer beaucoup d'applications. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de joueurs qui vont être en frontal avec les clients, puisqu'il y a une consolidation de tout ça. Et puis, comme une des prédictions, c'est que la voix va être un des canaux le plus important à la fin, finalement, l'interaction sera avec des Cortana ou des Siri de ce monde en consolidation. Chez Gartner, on pense qu'il y a 7 géants aujourd'hui sur le marché qui ont un véritable écosystème. Et par écosystème, ce sont vraiment pas uniquement des plateformes, mais tout un monde qui a été créé autour. Donc vous voyez, il y a Alibaba, Google, Tencent, Facebook, Amazon, eBay et Apple. Il n'y a pas Microsoft, comme vous voyez, parce que Microsoft n'a pas créé un écosystème en dehors de la technologie. Donc, qu'est-ce que font ces joueurs, en fait? Ces joueurs, ils proposent des modèles dans beaucoup d'industries. J'ai pris une industrie qui est l'industrie de la finance, l'industrie du paiement. Aujourd'hui, tous ces acteurs vous proposent de faire des paiements. Okay, vous pouvez utiliser Apple Pay, WeChat Pay, MyBank. Vous pouvez utiliser toutes ces applications-là. Ça veut dire quoi si on revient à la notion de consolidation? Ça veut dire que vous vous appelez Visa, vous appelez Mastercard, vous appelez American Express. Est-ce que les gens, vous pensez, vont utiliser cette application-là ou ils vont utiliser une application comme Apple Pay avec à l'intérieur tous ces types de cartes pour payer plus facilement? La tendance est qu'on va utiliser ces agrégateurs-là. Donc, Visa, Mastercard et les autres doivent se réinventer pour trouver un nouveau modèle qui n'est pas uniquement lié au paiement. Parce que ces joueurs sont en train de prendre la main là-dessus. Je vous ai montré l'industrie de la finance, c'est exactement la même chose dans beaucoup d'industries aujourd'hui, où ces joueurs-là ont des écosystèmes énormes qui vont être de plus en plus utilisés. La prédiction suivante est la suivante, c'est à partir de 2021, 20% de toutes les activités qui engagent des individus vont passer par au moins un de ces 7 joueurs. Ok? Donc, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ah, je ne sais pas pourquoi on a mis... Ah pardon, excusez-moi. Je me suis trompé, j'ai mis Baidu. Alibaba et Tencent. Le point derrière tout ça est le suivant. Aujourd'hui, il y a des écosystèmes avec des plateformes qui existent. Et il y a 2 questions qu'il faut se poser, que vous voyez là en termes de réponse.
La première, c'est est-ce que finalement j'ai un intérêt à joindre ces plateformes-là? Quelle est la valeur que ça peut m'apporter d'utiliser ces plateformes-là, ces écosystèmes-là? Et le deuxième point, c'est si ça n'a pas de valeur, est-ce que je suis suffisamment robuste aujourd'hui dans mon industrie pour créer ma propre application, mon propre écosystème? Si on revient à notre étude vis-à-vis des PDG, vis-à-vis des CEO, il y a quelque chose d'intéressant qui est apparu cette année. C'est que quand on leur pose la question, c'est quoi vos priorités, c'est quoi vos priorités d'affaires pour les 2 prochaines années? Bien évidemment, la croissance, c'est une de leurs priorités, 54%. Croissance, ça paraît logique. Maintenant, il y a 2 éléments qui nous paraissent importants à noter là-dedans. La première, c'est la notion de client. La notion de client qui est en forte augmentation à 31%, alors que l'année dernière, c'était à 21%. Et puis, il y a cette notion-là, IT. Auparavant, les PDG, les CEO, n'avaient absolument rien à voir avec les TI, n'étaient pas du tout intéressés par les TI, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont de plus en plus d'intérêt pour les TI. Donc, les TI et les consommateurs, c'est ce qui ressort vraiment de cette étude vis-à-vis des PDG. Pourquoi ça? C'est relativement simple. En fait, chez Gartner, depuis quelques temps, on a défini la notion de Nexus, les forces Nexus. Les forces Nexus, comme vous voyez, c'est tout ce qui est social, cloud, information et mobile. Et puis il y a les TI. Ce qu'on dit ici, c'est que pour créer un modèle digital, pour créer des affaires digitales, il vous faut ces 2 piliers fondamentaux. Il vous faut ces 2 piliers fondamentaux, sinon ça ne marche pas. Et puis le troisième pilier qu'il faut rajouter pour faire un modèle digital est le suivant. Il faut l'Internet des objets ou des machines intelligentes. Donc à partir du moment où vous avez ces 3 piliers-là, vous êtes en business pour faire du digital. Et tous les modèles que vous allez voir, tous les modèles que vous voyez à travers le monde, utilisent ces 3 piliers-là. Okay. Donc on voit beaucoup d'entreprises qui nous disent moi je suis dans le monde numérique, je fais du digital, mon business est digital parce que je fais du commerce électronique. Pour nous, ce n'est pas un modèle digital parce que le commerce électronique ne prend pas en compte cet aspect physique des objets. Je vous ai pris 2 exemples. 2 exemples très simples. Le premier, c'est les parkings intelligents. Les parkings intelligents, c'est quoi? C'est en test actuellement à Montréal. Je ne sais pas s'ils sont en test à Québec. Parking intelligent, c'est la possibilité de savoir sur son téléphone, là où il y a de la place dans la rue. Okay. Donc, très simple, on utilise son téléphone, donc c'est l'effet Nexus. On utilise des objets intelligents pour les capteurs, pour savoir là où il y a de la place dans la rue. Et puis on utilise les TI pour consolider tout ça, et ça nous donne ce nouveau modèle. À droite, ce que vous voyez, ce sont les docteurs virtuels. Docteur virtuel, ça n'existe pas encore à Québec, ça existe en Ontario. Docteur virtuel, c'est tout simple. Là, c'est un docteur virtuel avancé dans une boîte. On va dans une boîte, il y a différents équipements qui sont reliés, et on peut prendre sa température, on peut prendre sa tension, et puis on a un docteur en face de nous sur un écran, localisé peu importe où, et avec qui on peut avoir une conversation. Donc c'est pareil, on a des objets physiques qui sont connectés, on a le Nexus et on a les TI. On a toujours ces 3 composants. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il y a une quatrième boîte qui s'ajoute par-dessus les modèles digitaux, qui est cette notion d'écosystème, cette notion de plateforme. Cette notion de plateforme avec laquelle, au final, on ne va plus développer nous-mêmes notre plateforme, mais on va créer des API pour communiquer avec cette plateforme-là. Si on reprend l'exemple précédent, ici, bien évidemment, la société qui fait ça, ils n'ont pas recréé toutes les rues. Ils ont réutilisé une plateforme existante, qui est la plateforme de Google Maps. Okay. Donc ils ne sont pas amusés, ça n'aurait pas de sens de recréer une plateforme. Donc la notion d'écosystème, la notion de plateforme, c'est quelque chose de plus en plus important et qu'on va voir, qui était vraiment en fait le thème de notre symposium. Je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez 2 choix. Le premier choix, c'est on peut avoir de la valeur à utiliser ces grandes plateformes qui sont déjà existantes, ou finalement on devient notre propre écosystème et on crée notre propre
plateforme. Je vais vous montrer des entreprises qui ont pris une ou l'autre de ces directions. Manufacturier automobile, toutes les entreprises que vous voyez là à droite, ce sont des entreprises qui ont choisi de ne plus dépenser de l'argent sur la création de leur propre plateforme à l'intérieur de leur voiture. Ils se sont dit, bah, finalement, il y a quelque chose qui est très bien qui arrive, c'est Apple CarPlay ou c'est Google, on va utiliser ça. Okay, donc, ils se sont dit, c'est plus un avantage concurrentiel pour nous, il n'y a plus d'intérêt de dépenser de l'argent là-dedans. On utilise, à partir de 2016, à partir des nouveaux modèles en 2016, ça a été signé en début d'année, on va utiliser les plateformes existantes. Dans le domaine du transport public, c'est la même chose. On utilise les plateformes existantes et on ajoute de la valeur sur des écosystèmes existants de manière à créer une expérience et une expérience pour les citoyens. Donc là, ce sont vraiment des modèles où des entreprises ont choisi d'utiliser, de maximiser les plateformes existantes. Après, il y a d'autres organisations qui se disent ben, nous, on est unique. Nous, on est unique et on veut créer notre propre écosystème. Quand vous y pensez, d'un point de vue écosystème, au niveau du social, c'est vraiment Facebook qui est le leader là-dedans. Au niveau du professionnel, c'est vraiment LinkedIn qui est là-dedans. Et au niveau de la santé et de tout ce qui est fitness, c'est qui? Pardon? FitnessPal. J'ai pas entendu. Bah, en fait, il n'y en a pas vraiment encore. Ils espèrent l'être, en effet. C'est un bon point. Ils espèrent l'être, mais eux aussi espèrent l'être. Donc, en fait, il y a encore un espace qui peut être pris là-dedans. Donc, cette organisation s'est dit, ben, nous, on veut devenir le leader dans la plateforme de tout ce qui est fitness, dans la plateforme de tout ce qui est santé. Donc, cette organisation s'est dit, ben, tout ce qu'on va faire va être connecté à la plateforme. Donc, tous les vêtements qui sont vendus aujourd'hui, qui vont être vendus dans le futur, seront connectés à leur propre environnement de manière à créer leur plateforme et à pouvoir être utilisés par la suite par les autres. Je reviens dans le domaine manufacturier. Il y en a bien évidemment qui ont décidé d'être indépendants, mais de se dire, ben, nous, on a déjà beaucoup investi, on va continuer d'investir dans notre propre système parce qu'on pense qu'on peut faire mieux. Donc c'est le cas de Toyota et c'est le cas de Ford. Il me semble que Ford va laisser le choix aux acheteurs de voitures d'utiliser leur plateforme ou d'utiliser Google ou Apple. On fait quoi avec tout ça? On fait quoi avec tout ça? Bah, s'il y a un schéma qu'il faut vous rappeler, je pense que c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là où on voit, il y a la notion de choses, d'Internet des objets, il y a l'ETI ici, il y a les Force Nexus ici. Force Nexus, c'est tout ce qui est cloud, mobile, information. Et puis c'est ça qui va définir votre expérience client. Et puis on a toute la notion d'écosystème. Cette notion d'écosystème, c'est vraiment le focus qu'on a eu au symposium il y a quelques semaines. On l'a représenté de cette manière-là, en disant que l'écosystème allait faire vraiment la différence dans les nouveaux modèles digitaux. Donc ça fait partie de l'évolution du digital. Aujourd'hui, il faut se poser cette question par rapport aux plateformes, par rapport aux écosystèmes existants. Et vous voyez ce nouveau schéma, à l'intérieur, on met intelligence. On avait l'habitude de mettre information ou data. En fait, les data, si on n'arrive pas à les rendre intelligentes, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette notion d'intelligence, où il y a plus cette notion d'algorithme qui est derrière pour transformer les data en choses intelligentes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les écosystèmes, c'est la prochaine évolution du monde digital. Et on s'est amusé avec toutes les datas qu'on a chez Gartner à comparer les entreprises ultra performantes avec les autres, avec les moins performantes. On a essayé de trouver des patterns communs. Et le pattern commun est le suivant. En fait, on s'est rendu compte que les organisations très performantes, et là, très performantes, on parle en termes financiers, on parle en termes de valeur sur le marché. Les organisations très performantes utilisent à 80% déjà les écosystèmes.
utilisent ou participent dans des écosystèmes, alors que les autres, ceux qui sont plus en retard, à 24% uniquement. Donc ça, c'était quelque chose de commun qu'on a repéré, ce qui nous permet, je reviens sur le point précédent, que les écosystèmes, cette notion d'écosystème que je vous ai présentée, cette notion de plateforme, d'intégration de plateforme, ça va être la prochaine évolution du monde digital. Juste avant cette présentation, je discutais avec un monsieur là-bas à la table, excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre nom, et c'était une discussion vraiment intéressante parce que lui, il est en train de créer cette notion de plateforme pour faire du B2B. Justement, il se positionne là-dessus, créer un nouvel écosystème. Et c'était vraiment la première fois au Québec que je voyais quelqu'un qui avançait là-dessus.